Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce troisième midi Histoire en direct. Et nous avons le plaisir et le bonheur d'accueillir pour cette séance Anaïs Albert. Et Anaïs Albert va nous proposer une communication autour de la vie à crédit, les classes populaires parisiennes et la consommation à Paris à la Belle Époque, 1880-1920. Anaïs Albert est maîtresse de conférences à l'Université de Paris-Cité. Elle est rattachée au laboratoire Identité, Culture, Territoire. Elle est également rattachée au centre de recherche du 19e siècle à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Anaïs Albert a soutenu sa thèse en 2014 sous la direction de Christophe Charles et d'Anne-Marie Sonne. Et cette thèse portait sur la consommation de masse, consommation de classe. Je vous donne le titre entier parce que c'est intéressant. Une histoire sociale et culturelle du cycle de vie des objets dans les classes populaires parisiennes des années 1880 aux années 1920. À partir de ce travail et de ses travaux autour de ce sujet, elle a publié en 2021 un ouvrage intitulé « La vie à crédit » aux éditions de la Sorbonne. Et c'est à partir de cet ouvrage qu'elle va pouvoir, je l'imagine, nous faire sa communication aujourd'hui. Et vous allez le voir, on croit que le cycle de la consommation est né avec les 30 Glorieuses, mais dès la fin du 19e siècle, il y avait déjà une première consommation et tous les éléments qui allaient avec, le crédit, la publicité, et que les consommateurs étaient déjà très intéressés par toutes les nouveautés qui apparaissaient et parfois cela posait des problèmes d'endettement. Mais nous allons le découvrir. Je laisse la parole à notre intervenant. Très bonne conférence à tous. Merci beaucoup et puis merci à l'IGPDE et notamment à Anne Blanche pour cette invitation et je suis ravie de présenter ce livre devant vous. Et effectivement, c'est un livre qui porte sur la consommation des classes populaires à Paris des années 1880 aux années 1920. Et l'idée donc de ce livre, qui est effectivement issu d'une thèse en histoire contemporaine, histoire du 19e siècle, c'était d'étudier à la fois les objets possédés, les processus économiques qui entourent la consommation et les discours aussi qui parlent de cette consommation des classes populaires. Donc c'est un livre qui propose à la fois une histoire sociale, je vais y revenir, puisque c'est une histoire des classes populaires dans la capitale, donc une histoire de l'appartenance à une classe sociale, à un groupe. C'est aussi de l'histoire économique, et c'est peut-être là-dessus que je vais mettre le plus l'accent aujourd'hui, parce que je suppose que c'est ce qui intéresse le public de l'IGPDE. Et puis aussi une histoire des représentations, une histoire culturelle de l'économie, on pourrait dire. Et ce livre, c'est en fait, je suis partie de ce qu'on appelle l'histoire de la vie quotidienne et de la culture matérielle, c'est-à-dire essayer de voir au quotidien ce qu'ont les gens, comment ils l'achètent, comment ils s'en servent, et puis aussi comment ils s'en détachent, comment ils le revendent, comment ils le jettent. Donc le titre, La vie à crédit, ça fait un peu le lien entre tous ces éléments, avec la vie, qui est du côté de l'histoire de la vie quotidienne, justement, et puis à crédit, qui pointe le côté histoire économique, histoire sociale. Et c'est aussi un livre qui s'intéresse à l'histoire du genre, à l'histoire des rapports entre les hommes et les femmes autour de cette consommation. Et alors ça, c'est absent du titre, mais j'avais tenu à ce que ça soit présent avec cette illustration de couverture dont je vous montrerai tout à l'heure, parce qu'elle a été recadrée pour la couverture, dont je vous montrerai tout à l'heure la totalité, mais on voit donc cette femme dans un intérieur. Alors pourquoi est-ce que, plus précisément ici, ce livre nous parle d'histoire économique ? D'abord parce que, effectivement, je suis partie d'une question, j'y reviendrai, autour de la consommation de masse. Et cette expression qui a l'air évidente, j'ai essayé de la définir ou de m'y plonger en me disant, mais finalement, qu'est-ce que c'est que la consommation de masse ? Est-ce qu'on parle d'une masse d'individus qui accèdent à la consommation ? Est-ce qu'on parle d'une masse critique d'objets ? Est-ce que la consommation de masse, c'est la consommation de masse des objets ? Est-ce qu'il faut forcément que cette consommation soit à l'échelle nationale ou est-ce qu'on peut parler de consommation de masse à l'échelle d'un territoire ? Et c'est pour ça que j'ai étudié la ville de Paris. C'est aussi de l'histoire économique parce que je me suis beaucoup intéressée aux transactions économiques, c'est-à-dire évidemment à l'achat, à la vente et à l'achat, selon de quel côté on se place, au commerce, mais aussi au crédit, sous toutes ses formes, autour des objets.
puisque les objets, j'y reviendrai, c'est des réserves de valeur, et donc on peut aussi les revendre quand on a besoin d'argent. Et la dernière interrogation de nature économique, j'y reviendrai je pense en conclusion, c'est une question autour de la valeur, c'est-à-dire qu'est-ce que la valeur d'un objet ? Comment est-elle déterminée ? J'ai essayé de réfléchir à la question de la valeur d'échange, le prix par laquelle une marchandise s'échange, mais aussi de la valeur d'usage, c'est-à-dire comment on se sert des objets, est-ce qu'ils gardent une utilité ? Et donc aussi de m'interroger sur le processus de fixation de la valeur, qui n'est pas forcément évident et transparent. Particulièrement pour les classes populaires qui sont très dominées socialement, économiquement, et donc qui ont du mal à fixer le prix de leurs objets. Et évidemment, on est dans un moment, l'époque que j'étudie, les années 1880-1920, on est dans un moment où s'impose le libéralisme économique et le capitalisme aussi marchand. Donc un moment où s'impose le prix fixe pour la vente des objets. Vous savez quel prix vous allez payer. C'est ce qu'on voit au tout début de Au bonheur des dames de Zola, avec deux systèmes marchands qui s'opposent. Où s'impose aussi l'achat d'objets neufs, selon le jeu de l'offre et de la demande. Mais en fait, quand on se plonge dans la vie économique de la capitale à la Belle Époque, on se rend compte également qu'il y a la persistance d'autres formes de transactions, un peu sur les marges de ce système nouveau qui s'impose. On trouve encore des lieux où on peut marchander les objets, où on peut essayer d'infléchir leur prix. On trouve encore de l'achat d'occasion et pas seulement de l'achat de neuf. Et puis on trouve un usage intensif des objets, c'est-à-dire qu'on les amène jusqu'à la perte de leur valeur d'usage, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'utilité. Donc on a à ce moment-là la cohabitation en fait de deux systèmes économiques, de deux rapports aux objets qui existent en même temps dans la capitale, et je pense que c'est un des traits saillants de cette ville de Paris à la Belle Époque, c'est qu'on retrouve ces deux systèmes de rapport aux objets et au monde économique que je vais essayer de vous expliquer. Alors, la question centrale, je suis partie dans ce livre de plusieurs questions qui, vous allez le voir, sont plutôt des questions d'histoire sociale, mais qui en fait touchent évidemment à l'économie. Donc mes questions à l'origine, c'était justement la question centrale du livre, si je dois la résumer d'une formule très rapide, c'est qu'est-ce que la consommation de masse fait à la classe sociale ? Qu'est-ce que la consommation de masse fait à la classe ? C'est-à-dire, qu'est-ce que, justement, si on est dans une consommation qui s'étend, avec l'idée qui a été défendue par certains sociologues plutôt dans les années 1960-1970, comme Henri Mandras, qu'il y aurait une moyennisation de la société. C'est-à-dire que quand la consommation s'étend, finalement, on n'a plus que des classes moyennes et que ça résorbe les différences sociales. Et je suis partie de cette interrogation pour me dire, mais est-ce que vraiment, quand on a une consommation de masse, les classes sociales disparaissent ? Et en l'occurrence, est-ce que la consommation fait partie de la définition d'une classe sociale et donc des classes populaires ? Ça, c'est une question qu'avait posée bien avant moi un sociologue classique anglais qui s'appelle Richard Hogarth et qui, lui, s'était posé cette question-là à propos de la consommation culturelle. Il s'était demandé qu'est-ce que ça faisait la diffusion de produits culturels comme les romans feuilletons aux classes populaires. Est-ce que les classes populaires perdaient leur culture de classe quand il y avait comme ça des nouvelles, des moyens de masse qui se diffusaient ? Et il répondait non, en fait. Il répondait que finalement, ces nouveaux objets culturels n'affectaient qu'assez peu la culture de classe. Et j'arrive effectivement à une conclusion assez semblable pour ce livre, c'est-à-dire que oui, il y a plein de nouveaux objets qui se diffusent, je vais vous en montrer un certain nombre. En même temps, la manière dont les classes populaires les achètent, les utilisent, continue à marquer une frontière sociale. On n'utilise pas les objets de la même manière dans les classes populaires et dans la bourgeoisie à la fin du XIXe siècle. On ne les achète pas aux mêmes endroits, pas selon les mêmes types de transactions économiques. Deuxième question, c'était est-ce que les classes populaires, donc quand on parle de consommation de masse, forcément ça veut dire qu'il y a des nouveaux consommateurs qui rentrent dans le système économique et plutôt des consommateurs de classes populaires. Donc est-ce que ces classes populaires, est-ce qu'elles sont intégrées par la consommation ou est-ce qu'elles sont marginalisées ou exclues ? Ça, c'est, là aussi je ne vais pas développer, mais une question classique en sociologie de la consommation que posait déjà un sociologue début du XXe siècle, Maurice Halbwachs, dans un livre qui s'appelle « La consommation, la classe ouvrière et les niveaux de vie ». Et il se demandait, qu'est-ce que devient la classe au regard d'une diffusion de la consommation. Et ma dernière question, c'était une question autour de la domination ou de la marge de manœuvre. Alors, je précise tout de suite que moi, je ne considère pas que la consommation en elle-même est une aliénation. C'est un discours qui a beaucoup été tenu dans les années 70,
autour de Jean Baudrillard, par exemple, avec cette idée que voilà, la consommation, ça aliène les gens, comme si la consommation, c'était une entité existante pour elle-même, transcendante. Bon, moi, je ne pense pas du tout que la consommation existe en dehors des consommateurs. Donc, c'est pas du tout ça que je me suis posé comme question. Mais il m'a semblé que la consommation, ça révélait des processus de domination économique, de domination sociale des classes populaires. Elles ont accès à certains marchés, par exemple dans le crédit à la consommation, elles ont peu de marge de manœuvre. Quand elles sont surendettées, quand elles ne peuvent pas rembourser leurs dettes, les classes populaires passent en justice très rapidement, etc. Donc on voit bien que leur fragilité économique aux classes populaires les rend vulnérables. Et en même temps, parfois, à certains endroits, on voit bien que ces membres des classes populaires, ces hommes, ces femmes, via la consommation, ils essayent de se forger des marges de manœuvre, de négocier, d'essayer d'obtenir des objets à moindre coût, différemment, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant de regarder comment l'accès aux objets pouvait être aussi donner des traces de gens qui essayent de se débrouiller malgré leur vulnérabilité, malgré leur précarité. Alors évidemment, vous voyez bien que pour cette dernière question, c'est très difficile d'interpréter face à, évidemment, un historien, il est face à ses archives, face à ses sources, face à des choses qui sont passées il y a plus d'un siècle pour la période que j'étudie. Donc arriver pour dire ça c'est de la domination et ça c'est de la marge de manœuvre, c'est évidemment pas simple. Alors c'est affaire d'interprétation en réalité, très largement. Et je voudrais vous montrer comment on peut essayer pour commencer de forger ce type d'interprétation. Donc voilà, ça c'est la photo qui a donné lieu à la couverture du livre dont je vous parle aujourd'hui, La vie à crédit. Donc c'est une photo d'un photographe qui s'appelle Maurice-Louis Branger, et c'est en logement de la cité Jeanne d'Arc à Paris, dans le 13e arrondissement en 1912, donc à la fin de la période que j'étudie. La cité Jeanne d'Arc, c'est une cité très typique de l'habitat insalubre, très précaire, très populaire, dans le 13e arrondissement, qui sera détruite en 1938, mais qui, à ce moment-là, il y a un projet de destruction, et c'est pour ça que ce photographe probablement prend des photos pour témoigner des modes de vie populaires dont on pense à ce moment-là qu'ils vont être détruits rapidement. Alors, très vite, on voit bien ici des indices d'une forme de précarité, de vulnérabilité. À l'intérieur des classes populaires, on est en bas du spectre des consommations populaires. On a des murs nus, avec des traces d'humidité. On a une corde à linge sur la photo de gauche au-dessus du lit. Donc on voit bien qu'on a un seul espace dans lequel on dort, on fait sécher le linge, on cuisine avec la cuisinière qu'on voit à gauche de la première photo. On suspend les objets directement au mur, notamment les ustensiles de cuisine. Si vous regardez bien autour de la table, on a une chaise qui est dépaillée, qui est en mauvais état, où la paille sort, etc. La dame qui est sur la photo, on voit bien que son vêtement, quand on zoome, il est rapiécé, il est usé, il a des taches. Bon. Donc on pourrait dire on est là dans un intérieur finalement très pauvre, très populaire, qui n'est pas du tout entré dans la consommation. Pour vous donner une idée de comparaison, on peut comparer avec cette photo peut-être plus célèbre de Jeanne Adjet, qui est un photographe parisien, qui photographie donc l'intérieur d'une ouvrière rue de Belleville en 1910, quasiment à la même période. Et là, on voit bien tout de suite, c'est aussi un intérieur ouvrier, c'est aussi une seule pièce, mais on voit une volonté de décoration, une recherche de confort. On a du papier peint au mur, on a ce dessus de lit au crochet qui aménage l'intérieur, on a des petits tissus sur les rebords pour décorer, on a beaucoup d'objets de décoration. Donc, on est là aussi dans les classes populaires, c'est une ouvrière, mais on est bien plus haut dans les classes populaires. Mais alors pour revenir à la première photo, certes la vue globale, on se dit oui, on est dans un intérieur très pauvre. Et pourtant, si on zoome sur certains éléments, on se rend compte aussi que malgré cette pauvreté, ce couple s'inscrit dans la consommation de masse qui se développe à ce moment-là à Paris. Alors à droite, vous avez donc la toile cirée, qui est un élément justement un élément nouveau qui arrive dans les intérieurs. Et sur cette toile cirée, en fait, on a la presse, on a les classes populaires qui sont rentrées dans la culture de l'imprimé, de la presse de masse, et on la voit sur la table. On a derrière la femme sur la première photo, voilà, à sa gauche, au-dessus du buffet, on a cette petite étagère sur laquelle on trouve plein d'objets de décoration et puis avec un soin qui a été apporté justement avec une toile cirée découpée sur chaque petite étagère pour faire une mise en scène des objets avec des objets, ce qu'on appelle en biscuit, en porcelaine, des boîtes à farine, à gâteaux, mais décorées, émaillées. On a un coquillage aussi tout sur l'étagère du milieu, tout à gauche. Donc on voit bien qu'il y a une volonté de décorer
d'explorer le logement et voilà, à un certain endroit aussi de s'inscrire dans ces nouveaux objets avec ce soin de l'intérieur. On voit aussi derrière l'homme des images qui sont punaisées avec des bandes de miroirs qui les séparent. Donc là aussi, les miroirs, c'est peu fréquent dans les intérieurs populaires, mais là, on a quelques éléments réfléchissants pour se regarder. Et puis, juste derrière la tête de l'homme, ce qui m'a fait extrêmement plaisir quand j'ai réussi à zoomer, on a en fait une publicité pour un grand magasin populaire, dont on reconnaît la scénographie, les objets qui débordent sur les rambardes, les tapis en l'occurrence, et donc on voit marqué tapis et tentures sur les côtés. Et donc en fait, la consommation de masse, elle a finalement pénétré jusque dans cet intérieur, jusqu'à travers la publicité. Il y a une espèce de mise en abîme un peu vertigineuse. La publicité pour les grands magasins qu'on affiche au mur des logements populaires. Alors évidemment, elle a pénétré sur un mode mineur. Je vous ai montré tous les éléments qui caractérisent la précarité, la pauvreté de ce logement. Mais enfin, on voit bien que d'une certaine manière, ces gens essayent de s'inscrire dans ce qui est en train de se passer dans la capitale à ce moment-là. Donc voilà, il y a évidemment des éléments d'interprétation qui sont forts, mais qui nous permettent aussi d'essayer de déceler comme ça des traces dans les intérieurs de cette consommation. Alors, je vais aller rapidement, mais quelles sont les sources sur lesquelles j'ai fondé cette recherche? En gros, j'ai essayé de trouver dans un ensemble de sources un trio qui était le vendeur, l'acheteur et la marchandise. Voilà. Donc j'ai essayé de reconstituer comment les objets circulaient entre des vendeurs et des acheteurs. Alors il y a très peu de sources en réalité qui parlent des trois à la fois, à mon grand désespoir, donc j'ai eu un corpus assez éclaté. J'ai beaucoup utilisé des archives judiciaires, donc notamment les scellés après décès, dont je vous reparlerai, c'est-à-dire au moment du décès de quelqu'un, on a un juge qui se rend dans le domicile et qui décrit tous les éléments de l'intérieur, donc on peut voir ce qu'avaient les gens. C'est une espèce de coupe. Vous en avez un ici, donc les scellés après décès de Marie-Louise Gau, en 1895, dans le 10e arrondissement, et donc dans la chambre à coucher, le juge dit qu'il y a un lit en acajou, un sommier, 2 matelas, 2 draps, un oreiller, un ciel de lit, un piano, etc. etc. Mais aussi des procès pour dette. Quand les gens n'arrivent pas à rembourser leurs dettes, il y a des procès. Donc là, on a accès à leur niveau d'endettement. J'ai aussi utilisé des sources policières. Évidemment, je vous reparlerai si j'ai le temps du vol, puisqu'il y a beaucoup de vols qui portent sur des objets, donc on voit bien ce que les gens cherchent à obtenir gratuitement en l'occurrence, mais aussi des grèves qui ont été surveillées pendant la Première Guerre mondiale, ou aussi l'inflation pendant la Première Guerre mondiale, qui a incité le gouvernement à beaucoup surveiller ce qui se disait sur les marchés, le rapport au prix qu'avaient les gens. Donc on a comme ça des traces d'appréhension populaire de l'inflation pendant la Première Guerre mondiale. Puis les brocanteurs, les brocanteuses, les gens qui revendent des objets d'occasion, sont toujours soupçonnés de les avoir volés. Donc ils sont très surveillés par la police et on peut avoir accès comme ça aux objets qu'ils revendent, notamment. J'ai aussi utilisé évidemment des sources commerciales. Je vous reparlerai des grands magasins populaires, ceux qui ont vraiment développé cette consommation dans la capitale, et les plus importants d'entre eux, les grands magasins Dufayel, dont il ne reste pas les archives d'entreprise, mais dont on a des catalogues commerciaux, des publicités et un ensemble de documents qui permettent un peu de retracer le fonctionnement de ces entreprises. Et puis j'ai utilisé aussi plein de sources imprimées, des enquêtes statistiques, etc., pour essayer de reconstituer un peu le cadre. Et évidemment les photographies que je vous ai montrées, mais en fait il y en a très peu. Je vous ai montré les 2 seules photographies d'intérieur populaire que j'ai trouvées pour Paris à la Belle Époque. Alors, à travers toutes ces sources, j'ai essayé de reconstituer ce qu'était la culture matérielle des classes populaires parisiennes. Donc voilà, qu'est-ce qu'elles possédaient, quels étaient leurs objets, pour d'abord démontrer un peu empiriquement pourquoi je pense qu'on peut parler d'élargissement de la consommation à Paris à la Belle Époque. Ensuite, s'il y a bien un élargissement, ce que je vais vous montrer, comment est-ce que cela se fait, puisque ces classes populaires sont par définition fragiles économiquement, donc elles ont des salaires qui sont faibles. Alors là, il faut des médiations, c'est à la fois le crédit et la publicité qui permettent de développer cette consommation. Et puis, dans un dernier temps, j'ai essayé de montrer que subsiste, à côté de cette modernité commerciale, ces grands magasins populaires, cette publicité, des pratiques anciennes, qui sont un autre rapport aux objets autour du mont-de-piété, du vol, de la brocante et de l'usure très importante des objets. Donc voilà, c'est ça que je vais repasser avec vous pour vous montrer un petit peu les apports de cette recherche. Donc d'abord, pour montrer un peu empiriquement ce qu'avaient
les classes populaires à la Belle Époque, je me suis surtout d'abord appuyée donc, sur ces fameux scellés après décès dont je vous montrais un exemplaire juste avant. J'en ai dépouillé 106 pour 2 arrondissements de la capitale, le 10e et le 14e, en 1895. Je n'ai pas du tout pris que les classes populaires, au contraire, j'ai pris tous les logements que je trouvais, la bourgeoisie, la petite bourgeoisie et les classes populaires, pour comparer justement ce qu'il y avait dans des logements de classe supérieure et ce qu'il y avait dans des logements de classe populaire, pour essayer de comprendre les logiques de la consommation. Et donc ça m'a permis de reconstituer ce que j'ai appelé la culture matérielle des classes populaires, c'est-à-dire les objets qu'elles possédaient. Alors ces sources, ces scellés après décès, ils ont ça de particulier qui nous parlent à la fois des objets qu'il y a dans le logement, mais aussi on peut aussi retracer à travers ces scellés le type de logement des classes populaires parisiennes à la Belle Époque, et puis on peut aussi retracer beaucoup de relations de crédit, parce qu'en fait quand les gens meurent, le juge demande aux créditeurs de se signaler pour pouvoir être remboursés sur la vente des objets du logement. Et donc on voit apparaître plein de débiteurs, plein de créditeurs, les concierges notamment, mais aussi les médecins, les sages-femmes, enfin un ensemble de gens qui ont fait crédit aux gens qui sont finalement décédés. Alors sur le logement, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que à travers ces sources, on retrouve la variété des logements populaires à Paris à la Belle Époque. Il y a effectivement, peut-être le plus connu, une partie de ces classes populaires qui est logée en garni, c'est-à-dire dans des hôtels meublés. C'est les plus précaires, c'est généralement les migrants. C'est quand on arrive à Paris, en étant migrant de province et puis petit à petit de l'étranger à la fin du 19e siècle. Première forme de logement à laquelle on a accès, c'est les hôtels meublés, les garnis. C'est 6% de la population parisienne en 1911. Ensuite, un autre type de logement plus connu peut-être, ou encore connu, c'est les logements qui viennent en échange d'un travail. À la fois les chambres de bonne, c'est-à-dire vous êtes bonne, vous êtes domestique, vous êtes logé à demeure, alors parfois dans le domicile des maîtres, directement dans des couloirs, dans un bout du salon, mais de plus en plus avec l'hosmanisation de Paris, dans les fameuses chambres de bonne du 6e étage qu'on retrouve aussi dans ces archives. Moins connu peut-être, les loges de concierge, qui là aussi sont un logement qui viennent en échange d'un travail. Donc les concierges, c'est des acteurs clés du Paris populaire, c'est eux qui perçoivent les loyers, c'est eux qui contrôlent les accès aux immeubles, enfin ils ont un rôle très important. Et donc en échange de leur travail, ils sont logés gratuitement dans la loge de concierge qui est le plus souvent au rez-de-chaussée des immeubles. D'ailleurs, chez ces concierges, on trouve souvent des meubles assez dissonants. Par exemple, c'est le seul canapé pour les classes populaires dans le corpus, c'est chez un concierge. On peut penser que ces concierges, quand certains habitants plus bourgeois déménageaient, pouvaient récupérer des objets pour peu cher, et donc on trouve des objets assez bourgeois dans ces logements parfois. Alors ce que désirent surtout les classes populaires, c'est un logement loué vide, ce qu'on appelle un logement loué vide à la Belle Époque, c'est-à-dire un logement, vous entrez, il n'y a rien, vous louez les murs, et vous y mettez vos meubles. C'est un signe très fort de stabilité et de respectabilité dans les classes populaires de l'époque. Je vous ai mis là 2 citations de 2 militants ouvriers de la Belle Époque, Jean Grave, qui explique que justement il ne veut pas rester en garni, donc dans ces hôtels meublés, et donc il s'abonne chez Crépin, c'est-à-dire qu'il prend un crédit à la consommation. Quand j'eus versé la moitié de la somme nécessaire à l'achat d'un lit, d'une commode, d'une table et de quelques chaises, je m'installai dans une chambre que j'avais louée cour des Rames, j'étais chez moi. Et Jeanne Bouvier, de la même manière, également prend un crédit pour se procurer des meubles, et elle dit exactement dans les mêmes mots, pour m'acheter le nécessaire pour me mettre chez moi. Donc il y a un vrai désir dans les classes populaires, c'est dit dans les mêmes mots, être chez soi. Un désir d'avoir un logement dans lequel on est sous l'œil de personne, un logement approprié. Et alors pourquoi ces gens prennent des crédits, achètent des meubles pour rentrer dans un logement loué vide ? Parce que les meubles, et notamment ceux qui coûtent le plus cher, le lit, la table de nuit et surtout l'armoire, et surtout si elle est à glace, sont en fait la caution du propriétaire. Comme aujourd'hui, on verse une caution en numéraire, en argent, pour entrer dans un logement, à l'époque, ce qui sert de caution, c'est les meubles. Et particulièrement, ces meubles coûtant cher. Donc en fait, ce que regarde un propriétaire pour louer un appartement, c'est que les gens ont bien des meubles qui sont ce qu'on appelle, ils sont sous le processus juridique de la saisie-gagerie, c'est-à-dire que ces meubles sont automatiquement gagés pour le propriétaire et que si le locataire ne paye pas le loyer, le propriétaire saisira ces meubles-là. Et donc, ces meubles sont le coût d'entrée dans l'indépendance domiciliaire pour les classes populaires.
Alors évidemment, ça a un coût, hein, le loyer, c'est entre 10 et 20% des revenus d'un ménage parisien à la Belle Époque, donc ça a un coût, mais c'est très important, c'est un signe de respectabilité. Alors, les scellés après décès, ils nous permettent aussi de voir quels sont les objets que possèdent les classes populaires et quels sont les signes de cette extension de la consommation. Les modèles, ils viennent très nettement des classes supérieures et on retrouve des procédés qui ont été très bien décrits par les sociologues de la consommation, Thorsten Veblen à la fin du 19e siècle, Maurice Alvax, dont je vous parlais tout à l'heure, au début du 20e, et Pierre Bourdieu, dans les années 1870 avec la distinction. Donc en fait, les classes populaires imitent les classes supérieures, elles cherchent à se procurer les mêmes objets. Alors on peut faire par type d'objet, c'est peut-être le plus compréhensible. Les vêtements, à la Belle Époque, on voit bien que les classes populaires ont une consommation massive de vêtements, et ça en fait dès la fin du XVIIIe siècle. Daniel Roche, qui avait étudié la consommation parisienne à la fin du XVIIIe siècle, dit que dès cette époque, les haillonneux sont rares, les gens en haillons sont rares. Mais on voit bien que le cycle s'accélère à la Belle Époque avec le développement de la confection, c'est-à-dire d'une industrie textile à bas coût dans la capitale qui fait que le prix des vêtements baisse et que donc les classes populaires vont pouvoir se procurer plus de vêtements. Quand même 16% du budget d'une famille ouvrière, donc c'est un pôle de dépenses important. Alors de manière générale, on voit bien que les classes populaires n'ont presque plus d'habits de travail, à part des vieux travailleurs, des travailleurs manuels, des cordonniers, ou des vêtements de travail type le manteau des cochers qui s'appelle le carrick. On voit quelques habits de travail comme ça, mais c'est assez sectorisé. La plupart des classes populaires n'ont plus d'habits de travail. Au quotidien, en fait, les hommes et les femmes des classes populaires sont habillés comme on le voit sur la photo que je vous montrais tout à l'heure sur ce couple de la cité Jeanne d'Arc. Les femmes ont une chemise, une jupe, et les hommes ont un pantalon, un chemisier, et par-dessus, généralement un gilet, ils peuvent mettre une veste quand ils sortent. Donc là, vous avez, c'est des extraits de catalogues de grands magasins populaires où vous voyez les sous-vêtements. Donc effectivement, ces chemises pour les femmes qu'on porte dessous, et pour les hommes aussi, des chemisiers ou des chandails. Et ensuite, tous les couples, presque dans tous les logements, on trouve ce qu'on appelle un costume du dimanche. Donc une tenue qui est identifiable comme une tenue plus distinguée que les autres, une panoplie qui permet de se vêtir le dimanche pour sortir dans la rue. Donc pour les hommes, ça va être un costume, une cravate par exemple, et pour les femmes, des chapeaux ou des jupes plus distinguées. Alors, où se niche la distinction? À quoi on peut voir que certains hommes et certaines femmes essayent d'avoir des vêtements plus distingués que le reste de leur milieu social. En fait, c'est dans les accessoires qu'on le voit. Par exemple, les mouchoirs, dont on voit bien qu'ils sont très désirés à la Belle Époque. Alors, les femmes en ont beaucoup plus que les hommes. Elles en ont 10 en moyenne, les hommes en ont 3. C'est un rapport à l'hygiène différent à la Belle Époque. Et puis les chapeaux, qui sont assez clairement un signe de distinction. Il n'y en a pas beaucoup chez les hommes. Il n'y a pas encore de casquette, parce qu'en fait la casquette ouvrière, c'est dans l'entre-deux-guerres vraiment qu'elle apparaît. Mais par contre, les femmes ont beaucoup de chapeaux, ont beaucoup de variétés. Elles ont des chapeaux, des capotes, des capelines, des toques. Et d'ailleurs, on voit bien que ça s'inscrit un peu en faux contre l'image de la femme en cheveux qu'on a souvent des femmes ouvrières à la Belle Époque, ces femmes qui sortiraient sans chapeau. En réalité, au moins le dimanche, beaucoup de femmes ont une possibilité de se coiffer d'un chapeau. Ce qui est plus rare encore et donc plus distinguant, c'est les ombrelles et les parapluies que vous voyez ici sur le catalogue. Là, on voit bien qu'il y a assez peu de femmes qui en possèdent. Et puis, il y a des choses très exceptionnelles. On trouve un boa, une mantille, un tour de cou. Ou une canne pour les hommes. Et là, on voit bien que c'est vraiment dans certains intérieurs qu'on a ce type d'accessoires. Alors ces garde-robes, elles sont variées selon le sexe et l'âge. Et vous avez ici un exemple d'une femme qui est vraiment rentrée dans cette consommation extensive de vêtements. C'est donc une femme qui s'appelle Élise Bourgoin, qui est fille de bain. Donc ça veut dire qu'elle travaille dans les bains publics parisiens. Elle meurt à 33 ans et le juge de paix qui vient décrire ses vêtements nous décrit sa garde-robe et on voit bien qu'elle a énormément de pièces de vêtements, de haut, et je les ai classées en haut, bas et accessoires pour que vous compreniez mieux. Et en fait, elle a quand même 37 pièces de haut, dont 10 corsages, 21 bas, dont 11 jupons et 3 jupes. Donc là, on est vraiment dans une garde-robe très développée. Et vous voyez dans les accessoires une ombrelle, un parapluie,
un manchon en peluche, c'est-à-dire un accessoire pour protéger ses mains du froid. Donc on voit bien là vraiment typiquement une jeune femme qui était rentrée massivement dans cette consommation de vêtements. Alors les classes populaires sont aussi rentrées dans une consommation plus extensive de mobilier. Donc je vous ai expliqué aussi pourquoi, pour avoir accès à ces logements loués vides. On voit bien que ce qui est très clairement acquis, c'est le coucher, c'est-à-dire ce qui s'appelle ici la chambre dans le catalogue ici aux classes laborieuses, c'est-à-dire l'armoire pour ranger les vêtements, le lit et la table de nuit. Ça, c'est ce qu'on appelle la chambre, et ça, on le retrouve dans quasiment tous les... Enfin, le lit et la table de nuit, on le retrouve dans presque tous les logements. L'armoire, c'est plus distinctif. C'est intéressant cette page parce que c'est donc dans un catalogue de grands magasins, finalement, on a un résumé un peu saisissant des meubles de base qu'on trouve dans un logement populaire. Vous avez là, en fait, donc à la fois le lit et la table de nuit, les meubles de rangement, armoire, idéalement armoire à glace, qui est le rêve de l'ouvrière ou le fruit éclatant de la réussite, comme dit Anne Marisson. Et puis la table et les chaises, là c'est clairement acquis, on trouve une table et des chaises dans tous les logements populaires. La table ronde s'est imposée d'ailleurs contre la table rectangulaire paysanne, qui marque plus des hiérarchies familiales, avec le père à un bout, etc. On trouve 4 à 5 chaises par logement populaire. Alors la distinction, elle se situe dans les fauteuils, par exemple, d'ailleurs qui ne sont pas dans ce résumé, qui ne sont pas dans les meubles possédés communément. Et effectivement, les logements qui ont des fauteuils sont des logements plus distingués. Il y a 7 fois moins de fauteuils que de chaises dans les logements que j'ai dépouillés, dont j'ai dépouillé les meubles. Et puis le rangement, on voit bien que c'est un trio. On a l'armoire, donc qui est le meuble roi, surtout si elle est à glace, le buffet, que vous avez en haut à droite ici, et qui idéalement est un buffet vaisselier, donc où la partie haute sert à exposer la vaisselle précieuse du logement. Et vous voyez que c'est ce qu'essayait de faire à minima cette femme dont je vous montrais l'intérieur tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle avait un buffet en bas, et au-dessus finalement elle avait mis des petites étagères en bois à travers lesquelles elle faisait un genre de vaisselier, même si elle n'avait pas le meuble lui-même. Et puis une commode, alors là c'est plus distinguant, la commode ça vaut plus cher, on la trouve un peu moins dans les logements populaires. C'est le meuble normalement sur lequel on expose les souvenirs familiaux, les photos de famille, le bouquet de mariée, la couronne de mariée, etc., etc. Et alors la distinction, l'imitation de la bourgeoisie, elle passe surtout par la décoration du logement. On voit bien qu'il y a des logements qui sont abondamment décorés et que là, c'est entre tous les logements populaires, on voit bien que ceux qui cherchent à imiter le plus la bourgeoisie, c'est ceux qui sont le plus décorés. Alors on voit arriver les bibelots, les tissus d'ameublement aussi, quelques rideaux, mais en fait assez peu de tapis. Les tapis, ça reste vraiment très cher et donc on en trouve peu dans les intérieurs populaires. Par contre, on trouve des rideaux. Et puis, le rêve, je vous l'ai mis là, c'est la garniture de cheminée. Donc la garniture de cheminée, c'est une pendule, idéalement sur socle et sous verre, et 2 flambeaux assortis qui servent à mettre des bijoux. Et ça, c'est ce qu'on appelle la garniture de cheminée, et c'est vraiment très désiré, et qu'on en a on le met justement sur le manteau de la cheminée, dans la pièce principale généralement du logement. Et alors ce qui est intéressant, c'est que effectivement, pourquoi cette décoration pénètre les intérieurs populaires, c'est parce qu'on a le développement de ce qu'on appelle depuis le Second Empire les arts industriels, c'est-à-dire une forme d'industrialisation de la fabrication de ces bibelots, qui passe notamment par une imitation des matières. Et dans les intérieurs bourgeois, on va trouver par exemple des flambeaux ou des pendules en bronze, qui est une matière noble et très chère, tandis que dans les intérieurs populaires, ils seront en zinc ou en zinc bronzé, donc qui imite le bronze. Et là, ça fait baisser le coût et ça permet à ces objets de se diffuser dans les intérieurs populaires. Pour finir, il reste 2 objets vraiment emblématiques de la Belle Époque, mais qui sont assez différents. C'est des objets, 1 techniques et 2 beaucoup plus chers, et c'est la bicyclette et la machine à coudre. Alors, la machine à coudre, elle est inventée dans les années 1840, mais elle se diffuse largement à Paris à partir des années 1880. Et on voit bien que c'est exponentiel. On a 150 000 machines à coudre vendues à Paris en 1896, notamment de la marque Singer, qui est une marque profondément... qui va être la marque la plus populaire de machines à coudre, qui élabore ce procédé de la location-vente que vous voyez ici. C'est-à-dire, on n'achète pas la machine à coudre d'emblée, on paye 3 fois par semaine en location, et si on a réussi à les payer jusqu'au bout, à la fin, on est propriétaire de sa machine. Donc vous voyez, on est déjà entre la vente et le crédit assez clairement. L'autre objet très désiré, c'est le vélo.
qui vaut, donc là aussi qui se diffuse lui un peu plus tard, hein, qui apparaît dans les années 1880 et qui se diffuse au tournant du siècle, beaucoup plus rapidement à Paris que dans le reste de la France, mais qui vaut très cher, puisqu'un vélo, hein, c'est à peu près 6 mois de salaire d'un ouvrier. Donc c'est un objet extrêmement coûteux, qui est promu, vous voyez, comme masculin par la publicité. Là, je vous ai mis une publicité des cycles Clément, avec clairement un ouvrier à casquette, moustache. Enfin, on voit bien que la cible ici, c'est l'ouvrier. Mais en réalité, hein, qui est aussi très désiré et très utilisé par les jeunes filles, comme le montre la citation à côté, hein, qui explique que les couturières, notamment, utilisent des bicyclettes pour se rendre à leur travail quand il est loin de leur lieu de domicile. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ces deux objets techniques, hein, sont des objets sur lesquels il y a des discours sexués et sexuels très forts, c'est-à-dire que la machine à coudre, évidemment, elle est imaginée comme féminine, alors qu'en réalité, il y a des tailleurs masculins, hein, dans la capitale qui utilisent des machines à coudre, mais elle est pensée, vendue, commercialisée comme féminine, tandis que le vélo est pensé et commercialisé comme masculin. Et vous voyez par ailleurs que ces deux objets, qui sont des objets techniques et des objets pour les deux à pédale, ont créé des anxiétés assez fortes dans la société de la Belle Époque, hein, ça a été étudié, avec l'idée, hein, que ces objets suscitaient une excitation sexuelle chez leurs utilisatrices, ce qui était très néfaste pour leur santé, puisque ces couturières et ces vélocipédistes femmes avaient des orgasmes à répétition, ce qui les fatiguait beaucoup et qui pouvait les dérégler, favoriser l'hystérie, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours, qui est plutôt un discours de classe supérieure, on le retrouve finalement jusque dans le monde ouvrier, puisqu'ici vous avez un extrait donc d'un journal La Bataille syndicaliste, qui est le quotidien de la CGT, où il y a un courrier des lecteurs, où il y a une femme certainement sous pseudonyme, Mimi Pinson, qui répond à des demandes sur la consommation. Et donc elle écrit, hein, « Une jeune fille de Belleville me demande, pour vaincre les résistances de la famille, de déclarer ici que la bicyclette est un sport convenable et hygiénique. » Donc une jeune fille veut faire de la bicyclette. Donc elle demande, hein, pour convaincre ses parents, que la chroniqueuse du quotidien de la famille le dise. Convenable, je veux bien. On n'est pas une fille de mauvaise vie si on utilise la bicyclette. Mais pour la jeune fille, je ne crois pas que la bicyclette soit un sport hygiénique. Usez-en, n'en abusez pas, comme de la machine à coudre. Et là, évidemment, ce qu'il y a derrière, hein, c'est cette idée que on n'est quand même pas tout à fait sûr que tout ça ne susciterait pas une excitation sexuelle répréhensible. Bon, en tout cas, on voit bien, hein, que ces nouveaux objets suscitent des discours, des anxiétés, des nouvelles. Il faut s'acclimater à ces nouveaux objets. Alors, il y a aussi dans ce moment-là, des marchandisations d'un certain nombre de solidarité traditionnelle, je vais passer très vite, hein, mais on voit le développement de l'assurance, assurance contre l'incendie, du marché funéraire, du marché du médicament, mais je vais passer. Ce que je voudrais vous expliquer ici, et je pense que je m'en arrêterai là après, c'est justement donc, ce que je vous ai montré là, c'est qu'on voit bien que les objets se développent et que, effectivement, la consommation vient aux masses, c'est-à-dire les classes populaires rentrent dans la consommation. En même temps, là, il y a là une énigme. Certes, les salaires augmentent à la Belle Époque, mais pas suffisamment pour expliquer un tel accès à de nouveaux objets. Donc, pour que cette consommation atteigne des classes populaires vulnérables économiquement, il faut en fait deux choses. Il faut d'une part le crédit, qui donne les moyens économiques d'avoir accès à ces nouveaux objets, et d'autre part la publicité qui permet de susciter le désir de ces nouveaux objets. Alors le crédit, il se développe spécifiquement pour les classes populaires. En fait, on voit, évidemment, le crédit existe sous bien des formes à la Belle Époque à Paris. Ce qui est spécifique à ce que j'étudie, c'est le développement d'un crédit à la consommation dans la capitale dès la Belle Époque. Et on va avoir des grands magasins, que j'ai appelés dans ma thèse les grands magasins populaires, pour les différencier des grands magasins bourgeois du centre, type le Bon Marché, les Galeries Lafayette, qui se spécialisent dans cette vente d'objets pour les classes populaires et à crédit. Alors, c'est un système pyramidal, hein, et je vais surtout vous parler là du plus grand de ces grands magasins, qui sont les grands magasins du Fayette. Mais vous voyez, là, vous avez une carte où on voit, hein, j'ai cartographié tous les grands magasins, les maisons de vente à crédit dans la capitale en 1883, donc ils sont nombreux. Mais en gros, on a un très grand magasin qui se détache, c'est les grands magasins du Fayette. Et ensuite, on a en dessous, on a aux classes laborieuses et le Bon Génie, puis on a une myriade de petits magasins beaucoup plus fragiles économiquement et qui font régulièrement faillite. Alors, comment marche ce crédit, avant de revenir à Dufayel?
Ce crédit, c'est ce qu'on appelle dans la capitale la vente à l'abonnement. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, le client paye entre un tiers et un quart de l'objet qu'il veut acheter. Donc admettons une armoire à glace qui vaudrait 200 francs. Il faudra payer, admettons, les 3/4, parce que c'est un objet, il faudra payer un tiers, excusez-moi. Donc si elle vaut 300 francs, il faudra payer 100 francs au comptant en arrivant. Ensuite, le reste est remboursé par petits versements, et c'est ce qu'on appelle l'abonnement. Donc par petits versements qui vont être soit à la semaine, soit à la quinzaine, soit au mois. Donc on est très adapté au rythme de la paye dans les classes populaires. Les ouvriers sont souvent payés soit à la journée, soit à la semaine. Et cet argent, il est récolté par des gens qu'on appelle les abonneurs, puisque dans le parler populaire de la capitale, qui vont être des gens qui vont passer toutes les semaines, ou toutes les quinzaines, ou tous les mois, à domicile pour récolter l'argent. Ça, c'est quand même très intéressant, c'est-à-dire qu'on a un système de crédit qui est profondément adapté aux pratiques sociales des classes populaires. Et ces abonneurs, vous avez ici les abonneurs du Fayel, on les reconnaît parce qu'ils ont une casquette avec marqué du Fayel, parce qu'évidemment, il ne faut pas que d'autres gens passent pour récupérer l'argent qui serait dû à l'administration du Fayel. Ils ont une tournée de 2 rues. Donc, c'est-à-dire à 2 rues, vous connaissez quasiment tous les habitants sur 2 rues. Et donc, on a vraiment une forme de très grande proximité sociale entre les abonneurs et leurs débiteurs. Et évidemment, ils ont aussi pour rôle de réendetter les gens. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont fini de payer, on leur repropose des nouveaux produits pour les réendetter. Et le suivi du carnet de crédit, il est noté d'envoyer ce carnet de crédit que vous avez en rouge en bas. Là, c'est les carnets de crédit du Fayel, où vous avez une identification du débiteur avec son nom, son adresse, sa profession, et puis tous les passages des abonneurs, ce que vous avez à droite, et la somme qu'ils ont récoltée. Alors, il faut quand même vérifier la fiabilité des débiteurs avant de leur faire crédit. Comment font les grands magasins du Fayel ? C'est très simple, ils demandent à la concierge. On demande à la concierge si les loyers sont payés. Alors, il faut que les gens soient depuis 3 mois dans le logement pour qu'on ait un peu un suivi, qu'on soit sûr que les gens payent bien leur loyer. Si la concierge dit oui, les dettes sont bien payées, alors le crédit est consenti. Alors ça pourrait paraître léger, mais en réalité c'est extrêmement efficace parce que les concierges, elles connaissent toutes les dettes. Elles connaissent les dettes aux propriétaires, mais elles ont aussi, c'est à elles que les huissiers donnent les assignations à comparaître si les gens n'ont pas remboursé leurs dettes et qu'ils doivent passer au tribunal. Elles connaissent évidemment par la rumeur les fréquentations des gens. Elles savent si les gens sont au chômage ou s'ils ont un emploi. Donc en fait, c'est des très bons informateurs économiques. Et d'ailleurs, ce système est très efficace puisque Dufayel a assez peu de manquements de remboursement, puisqu'il sélectionne les meilleurs clients de la capitale. Et les concierges ont des réductions. Chez Dufayel, chez Aux Classes Laborieuses, pour être sûr qu'elles donnent des bonnes informations, elles ont des réductions dans ces grands magasins. Voilà. Alors, donc le pionnier de cette vente à l'abonnement, c'est vraiment les grands magasins Dufayel qui étaient situés en fait. Donc l'entrée que vous voyez là, qui aujourd'hui a été rasée mais qui existe encore partiellement, elle est en fait rue de Clignancourt, dans le 18e arrondissement. Et de l'autre côté, c'est sur le boulevard Ornano, devenu boulevard Barbès. C'est vraiment un très grand magasin qui avait été fondé par Jacques Crépin, mais qui est repris par Dufayel, qui emploie 3000 personnes à la belle époque, qui proclame avoir 600 000 clients. Alors, on ne peut pas vraiment vérifier, mais enfin quand même, qui emploie 600 abonneurs dans la capitale. Et c'est une des 20 premières entreprises françaises en capitale à la belle époque. Donc c'est des très grands magasins, 38 000 m², extrêmement décorés, avec une abondance de biens à acheter. Donc à la fois c'est des grands magasins, un système de crédit, puisque dans ces grands magasins il y a ce système des abonnements, et puis une agence de publicité. Et Dufayel s'impose vraiment comme un peu le leader de cette consommation populaire de la capitale. Et vous voyez, il est même dénoncé, notamment là par le dessinateur anarchiste Grand Jouan. Il est dénoncé comme un nouvel ogre, et donc vous le voyez ici figuré en ogre très énorme, avec dans le dos ces grands magasins. Et en fait, si on regarde de près, il appuie sur la tête d'ouvriers à casquette pour leur faire cracher la pièce d'1 franc hebdomadaire en remboursement du crédit. Et effectivement, c'est ce crédit en fait qui va permettre réellement le développement de la consommation dans la capitale. Alors évidemment, il y a des gens qui n'arrivent pas à rembourser, et quand c'est le cas, il y a une loi qui est votée en 1895, le 12 janvier 1895, la loi sur la saisie-arrêt sur les salaires ouvriers, qui permet de prévoir des modalités de garantie pour les créditeurs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette loi a laissé des archives, des registres, dans lesquels on voit apparaître de véritables profils de surendettés dès la fin du XIXe siècle. Alors,
Les surendettés, en réalité, ça n'est pas les ouvriers. Pourquoi? Parce qu'en fait, les ouvriers, on leur fait moins confiance. On pense qu'ils ne vont pas rembourser. Donc en fait, ils sont beaucoup plus sélectionnés. Ceux qui ont des profils de surendettés dans ces registres, c'est finalement ceux dont on pense qu'ils vont mieux rembourser, donc les employés, notamment les employés des ministères, les employés des postes, les employés du ministère des Finances aussi, puisque je suis ici. Et puis les plus surendettés, en fait, de manière encore plus intéressante, c'est en réalité les forces de l'ordre, et notamment les gendarmes dans la capitale. Pourquoi? Parce qu'on leur fait beaucoup plus crédit, parce qu'on pense qu'ils vont plus rembourser. Et donc, on va leur prêter beaucoup plus longtemps. Et j'ai découvert, en présentant ce livre, à des sociologues qu'aujourd'hui encore, les plus grands profils de surendettés, c'est les forces de l'ordre, c'est les militaires et les policiers. Je pense parce que les mêmes mécanismes jouent, c'est-à-dire qu'on leur fait plus de crédit social, ils ont plus de crédit social, plus d'estime, et donc on leur fait plus crédit économiquement. Alors, ces grands magasins du Fayel, évidemment, ils ont ce système de crédit qui leur permet de vendre beaucoup, mais de manière intéressante, c'est aussi des leaders dans la publicité. Et donc, ils ont alors ces grands magasins populaires ont plein de moyens de faire la publicité de leurs moyens de vente et de leurs objets. Ils ont des moyens très classiques, les catalogues commerciaux, mais ils ont aussi ce qu'on appelle l'architecture publicitaire. Alors ça, c'est ce qu'on voit déjà dans les grands magasins classiques du centre, les Galeries Lafayette, le Bon Marché. C'est-à-dire, ces grands magasins, ils sont signalés dans l'espace urbain par des architectures spécifiques, notamment les rotondes d'angle. Ces grands magasins avec des vitrines, mais finalement qui sont plutôt refermés vers l'intérieur. C'est-à-dire, on ne voit pas forcément la rue quand on est à l'intérieur, puisque le but, c'est de faire rentrer dans un monde de féerie, dans un monde de consommation, une profusion de biens à disposition. Là, vous avez une vue intérieure des grands magasins, une décoration très chargée, et puis aussi à l'extérieur, ce dôme des grands magasins du Fayel sur lequel il y avait un phare qui éclairait, selon la documentation publicitaire, jusqu'à 15 km qu'on pouvait voir de la place de la République. Et ce dôme, il arrivait plus haut que la butte Montmartre. Et c'était évidemment voulu, c'était une manière de marquer l'espace urbain, de le dominer pour marquer la prééminence de ces grands magasins. Donc on a cette architecture publicitaire, ce lieu qui est pas seulement un lieu de consommation, mais aussi un lieu de loisir, puisque vous trouvez un théâtre, une piste d'essai des vélocipèdes que vous aviez tout à l'heure. On pouvait essayer les vélos chez Dufayel, un palmarium, un salon de lecture, de la musique, des salles de concert. Et d'ailleurs, c'est un des premiers lieux, Georges Dufayel est un des premiers à acheter un projecteur des Frères Lumière, donc un des premiers cinémas de la capitale, dès 1896, c'est dans les grands magasins Dufayel. Voilà, donc manière de faire venir une stratégie publicitaire, c'est ces lieux hybrides entre consommation et divertissement. Évidemment, les catalogues commerciaux qui vont servir à publiciser les produits, mais aussi des annonces dans la presse. Alors ça, c'est très classique. Évidemment, plus intéressant peut-être, en dépouillant la première année de publication de l'Humanité, donc le journal de Jaurès, numéro 1, 1er août 1804, dans le premier numéro de Jaurès, Jaurès dit que l'Humanité sera financée sans publicité, pour ne pas dépendre, pour qu'il n'y ait pas d'enjeu financier derrière le journal. Or, quand on dépouille l'Humanité, dans la rubrique Faits divers, c'est ce que vous avez à droite ici, on a un entrefilet assez étonnant qui dit « L'administration du Fayel vend par abonnement des mobiliers par milliers, etc. » Et quand on dépouille la première année de l'Humanité, on se rend compte qu'il y a 54 publicités de ce type sur la première année de l'Humanité. Donc en fait, il y avait de la publicité cachée pour Dufayel dans l'Humanité. Évidemment, c'était assez bien pensé, puisque les lecteurs de l'Humanité, c'était quand même des classes populaires, en partie parisiennes, et donc c'était bien vu. Mais c'est intéressant de voir que Dufayel arrivait à placer des publicités jusque dans l'Humanité de Jaurès. Dernier élément de publicité, grosse innovation de la Belle Époque, c'est évidemment l'affichage commercial. Et en fait, dont Dufayel est aussi un pionnier, puisque en plus du grand magasin qui s'appelle le Palais de la Nouveauté, en plus du système de crédit qui s'appelle les abonnements Dufayel, il y a une autre société qui s'appelle l'Affichage National qui va développer le droit d'affichage sur les palissades dans Paris. Or, Paris, à ce moment-là, est toujours en travaux, il y a beaucoup de palissades, et donc Dufayel va pouvoir inonder la capitale de ses publicités. Et il a aussi acheté les droits sur les pignons et les murs de l'assistance publique des hôpitaux. Ce que vous avez ici à droite, vous avez l'hôpital Saint-Antoine et vous voyez sur le pignon d'entrée des publicités pour Dufayel.
très bien vu. Pourquoi? Parce que l'hôpital, à la Belle Époque, c'est un lieu de pauvres. Les plus riches ne vont pas à l'hôpital. Mourir à l'hôpital, c'est un signe de l'appartenance aux classes populaires. Donc ça veut dire que pour le public des hôpitaux, pour les malades et puis les familles qui viennent visiter, eh ben on passe devant des publicités pour Dufayel. Dufayel avait développé un annuaire où il expliquait quartier par quartier dans Paris le type de population et donc le type de publicité qu'il faudrait, qui était indiqué. Donc il expliquait les revenus fiscaux de chaque population pour orienter les gens, parce qu'il affichait ses propres publicités grâce à l'affichage national, mais il vendait aussi de l'espace à d'autres sociétés qui étaient donc adaptées, qui pouvaient s'adapter en fonction du type de public et d'habitants. Voilà. Et puis Dufayel essaye évidemment de développer un discours positif sur le crédit à la consommation qui est extrêmement vilipendé à la Belle Époque. Bon, je passe, mais il n'y arrivera pas tout à fait. Enfin, il avait un petit côté mégalomane, puisqu'il disait « Sans vaines paroles, sans promesse dans un avenir meilleur, j'ai résolu pour ma part et par mon seul effort la question sociale. » Vous voyez, une grande modestie de cet homme. Voilà, je vais certainement, je pense, m'arrêter là pour laisser du temps aux questions. Juste une minute pour vous dire que là, j'ai insisté beaucoup sur la modernité dans la capitale, le crédit à la consommation, la publicité, mais qu'à côté de ça, subsistent dans la capitale des processus d'usure très longs des choses et d'autres modalités d'acquisition. Donc le mont-de-piété, je ne vais pas vous en parler, mais qui est une autre forme de rapport aux objets, donc, qui permet d'avoir de l'argent contre des objets. Donc une autre forme de crédit autour des objets, le prêt sur gage. Le vol, évidemment, dans la capitale, qui est une autre manière d'acquérir des objets, évidemment, sans les payer. Mais quand on regarde les objets qui sont volés, on se rend compte qu'en partie, les gens qui volent ces objets peuvent les utiliser pour eux-mêmes, donc peuvent les vouloir pour les consommer. C'est le cas ici d'un photographe, je vous donne juste cet exemple, qui confie une corvée à un journalier de 18 ans dans son domicile. Il se fait voler un pantalon, une chemise, une paire de bretelles et un foulard, donc des objets bretelles, foulards assez distingués. Et lorsque le jeune homme est arrêté 8 jours plus tard, il porte les effets volés. Donc là, on a bien le signe qu'on peut voler pour consommer, évidemment parce qu'on n'en a pas les moyens. Et puis, autre modalité d'acquisition des objets, hors de ce système d'achat du neuf que je viens de vous présenter avec les grands magasins, c'est les brocanteurs dans lesquels on retrouve tous les objets dont j'ai parlé jusqu'ici, qu'on voit sur ces photos. On retrouve des chaises, des liquages, des ustensiles de cuisine, enfin tout ce qui sert au quotidien. Et puis, dans les classes populaires, ce qui est important, c'est que les objets fassent de l'usage. C'est le mot qu'on retrouve dans les sources, c'est-à-dire qu'on les amène au bout de leur valeur d'usage, pas seulement de leur valeur d'échange. C'est bien que les objets ne valent plus rien si on doit les échanger sur le marché, mais ils servent toujours, ils ont une utilité. Et donc, on les fait durer, on ne les jette pas et on les fait durer jusqu'au bout. Voilà. Et donc, pour finir, 3 questions rencontrées chemin faisant. C'est l'opposition qu'on trouve beaucoup dans les sources entre luxe et nécessité. Et finalement, quand on regarde de près les pratiques, elle est plus morale qu'économique. Il est très différent. Ce qui serait légitime pour les classes populaires, c'est d'avoir une consommation de nécessité. Et ce qui serait moralement répréhensible, c'est quand les classes populaires cherchent à avoir du luxe. Mais en fait, à chaque fois que, notamment, le pouvoir, l'État cherche à fixer une frontière entre luxe et nécessité, c'est quasiment impossible dans la variété des pratiques. On voit ça pendant la Première Guerre mondiale. Il y a une taxe sur le luxe. Il faut faire une liste de produits dits de luxe. Il y a énormément de récriminations des classes populaires qui disent « mais une canne à pêche, c'est pas du tout de luxe. Une bicyclette, c'est pas du tout de luxe. » Et donc, on voit bien que c'est très difficile. Ça m'a beaucoup intéressé pendant le Covid de voir qu'en fait, cette question se reposait à l'identique avec les produits dits c'était pas nécessaire, c'était essentiel, première nécessité. Donc en fait, il était quasiment impossible d'en fixer une liste, puisque effectivement, tout ça est évidemment est plus moral qu'économique en réalité. Bon, puis je passe sur ce que je voulais dire ensuite pour m'arrêter. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, il n'y a pas a priori encore de questions. N'hésitez pas si vous avez des questions, les auditeurs. Peut-être moi, j'en poserai une pour démarrer. Tout ce que vous avez décrit, ça passe par des grands magasins. Donc, a priori, pas par des banques ou des établissements. Est-ce qu'ils jouaient un rôle, malgré tout, dans l'accès à la consommation des classes populaires à cette époque-là ou pas ? Non, parce que le système, les classes populaires n'ont pas du tout accès au système bancaire. Alors, il y a bien sûr un début de financiarisation de l'économie, mais qui va beaucoup plus porter sur ce qu'on appelle le crédit commercial,
Et donc, il ne va pas du tout toucher les classes populaires. Les classes populaires à cette époque-là n'ont pas de compte en banque. Les salaires se payent en numéraire et toute la consommation se fait en numéraire. Alors, il y a beaucoup de crédits et autres que ce crédit-là. Il y a du crédit interpersonnel, du crédit auprès des petits commerces, il y a du crédit qui peut être enregistré chez les notaires. Il y a une variété de formes de crédit. Là, j'ai parlé d'un type de crédit spécifique. Par contre, tout ce crédit-là n'est pas bancarisé. Et la bancarisation, c'est vraiment plutôt les 30 Glorieuses en réalité. Beaucoup plus tard. Bon, il n'y a pas de questions. Ça veut dire que tout était extrêmement clair. En tout cas, c'est extrêmement intéressant. Et ce qui me frappe, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression, il y a plein de mots dans votre exposé qui reviennent sur la question de la valeur d'usage. On a l'impression qu'aujourd'hui, on se pose quand même les mêmes questions. Il y a plusieurs pages dans l'ouvrage de Jérôme Fourquet, La France sous nos yeux, qui parlent du rapport à la consommation, des magasins qui, en fait, sont dans une esthétique de luxe, mais qui sont en fait des produits, des invendus, qui sont voilà, utilisés. Enfin, je ne le dis pas très bien, mais voilà, j'ai l'impression quand même qu'on retrouve des formes de distinction, un rapport à la consommation qui est très identique voilà, des années après, dans un type de rapport de classe qui est très constant, en fait. Bah, en fait, c'est pour ça que finalement, moi, je suis assez mal à l'aise avec l'expression consommation de masse, et j'ai préféré parler d'élargissement de la consommation. Mais il me semble que c'est plus juste, c'est-à-dire qu'en fait, la consommation, elle s'élargit par... il y a des moments d'extension de la consommation. En fait, on a un premier moment à la fin du XVIIIe siècle, ce qu'a étudié Daniel Roche, alors dans les grandes villes, etc. Ça s'étend au haut des classes populaires, notamment les domestiques, qui sont à proximité, donc qui bénéficient de certains objets, notamment des classes supérieures. Je pense que la période que j'étudie est un deuxième moment d'extension entre le Second Empire et la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi ce cycle s'arrête? Je ne l'ai pas dit, mais je peux peut-être le dire là. Parce qu'en fait, il s'arrête à cause de l'inflation. Enfin, l'inflation, non, c'est pas vrai. Donc, tout ce que j'ai décrit est dans un moment de prix stable, il n'y a pas d'inflation. La dernière flambée inflationniste, c'est les assignats, Révolution française. Donc, on est dans un moment de stabilité des prix. L'inflation flambe pendant la Première Guerre mondiale à cause de la pénurie, du rationnement. Donc, là, on revient à des modes beaucoup plus traditionnels de consommation. Évidemment, on n'est plus dans ces consommations extensives. En revanche, ce que fait l'inflation, c'est qu'elle efface les dettes. Donc en réalité, on voit bien qu'à partir du moment où l'inflation est jugulée, à partir de 25-26, on a le début d'un nouveau cycle de consommation, puisque toutes ces classes populaires hyper endettées, alors tous les moralistes disent c'est terrible, le crédit, ça conduit à la ruine, à la dette, c'est affreux. En réalité, l'ironie de l'histoire économique, c'est que, en fait, c'est les épargnants qui sont ruinés par l'inflation et que tous les gens qui avaient acheté à crédit voient leur dette épurée et peuvent recommencer. Et donc, dans les années 20, on a l'arrivée de la radio, par exemple, ou de tous les objets électriques aussi. On voit bien un tout début de redémarrage de la consommation qui, là, va être totalement éliminé par la crise des années 30, puis par la Seconde Guerre mondiale. Et donc, c'est ça qui redémarrera en réalité à partir de 48, enfin, quand on sera vraiment sorti des effets économiques de la Seconde Guerre mondiale. Il y en aura un autre moment dans les 30 Glorieuses d'élargissement de la consommation. Donc, on a vraiment des moments un peu successifs d'élargissement. Et je dirais que probablement aujourd'hui, on est encore dans un autre moment d'élargissement depuis les années 2000, qui peut-être va connaître un coup d'arrêt avec les phénomènes qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire d'une part la pénurie, pour des raisons de guerre, de crise écologique, et l'inflation qui s'ensuit, qui va de fait limiter la consommation à court terme, là, dans les prochaines années. Donc on voit bien que c'est des phénomènes qui, effectivement, qu'on reconnaît avec des variables différentes, des objets différents, mais la logique de la diffusion par imitation-distinction, celle-là, elle est constante, et depuis que la consommation est identifiée comme un phénomène. Alors, il y a des questions qui sont arrivées. Ouais. Donc, il y a une question sur les ventes d'occasion. Étaient-elles courantes? Le recyclage était-il admis? Et l'inflation d'aujourd'hui permettra-t-il le retour à l'abonnement? Voilà. C'est une première question. Et alors, je peux répondre peut-être à ça. Je vous en donne une autre aussi. L'abonnement n'était-il pas assimilé est-ce qu'on peut l'assimiler au leasing actuel? Alors là, je me demanderais des compétences que je n'ai pas sur le leasing. Ce qu'on peut assimiler au leasing, beaucoup plus, c'est la location-vente. Ce dont je vous parlais pour les machines à coudre, qui en réalité, c'est vraiment le principe du leasing, puisque en fait, on paye toutes les semaines, et à la fin, si on veut, on est propriétaire. Donc là, il me semble que ça s'approche plus du leasing. L'abonnement, c'est plus
en soi, c'est plutôt du crédit à échéance fixe. Enfin, il y a une partie qu'on paye au départ et puis après c'est à échéance fixe. Ce qui change beaucoup dans l'abonnement, c'est le processus social qui l'entoure, c'est-à-dire ces abonneurs qui passent, etc. Sur la brocante, est-ce que c'était fréquent? Très fréquent. Ce qui est très intéressant à la fin du 19e, c'est qu'on est au moment où se séparent ce qu'on appelle le vieux et ce qu'on appelle l'ancien. C'est-à-dire il va y avoir des objets que le temps anoblit. Typiquement l'armoire bretonne, que le temps anoblit, et donc il va devenir une antiquité qui sera vendue par des antiquaires. Et tous ces objets dont je vous ai parlé, qui sont en fait des objets d'une industrialisation de masse en réalité, qui sont produits en série, même si ce n'est pas encore le taylorisme, etc. Les meubles, ils sont produits en série, les vêtements aussi, la décoration aussi. Tout ça, donc ces objets produits en série avec des moins bons matériaux, passent du côté de ce qu'on appelle le vieux. Et le vieux, c'est les objets que le temps dégrade. Et ces objets que le temps dégrade, ils sont vendus par les brocanteurs. Et donc on a une séparation de l'ancien et du vieux, de l'antiquité et de la brocante. Et la brocante, elle est très très utilisée par les classes populaires. Alors, c'est très difficile à voir dans les sources, mais parfois on voit bien qu'on a des objets, typiquement la garniture de cheminée dont je vous parlais. Parfois on va avoir une pendule mais pas les flambeaux. On va avoir un flambeau, un socle, mais pas la pendule. Donc là, on se doute que c'est probablement passé par le circuit de l'occasion et que tout ça a été un peu démembré dans le circuit de l'occasion. Alors, il y avait une autre question sur donc, les abonneurs, le leasing. Et sur la valeur d'usage, mais je pourrais peut-être répondre. Moi, je voulais juste savoir concrètement comment ça se passait quand il n'y avait plus d'argent, donc en cas de surendettement. Donc, c'était le mont-de-piété, c'était quoi? Enfin, c'était les faillites, je ne sais pas comment ça se passait. Alors, la loi sur la saisie arrêt sur les salaires, qui est un tout petit peu, qui est complexe, mais ce qu'elle met en place, c'est justement la saisie arrêt de 10% du salaire. Donc, en fait, quand quelqu'un est endetté et ne rembourse pas ses dettes, les commerçants peuvent saisir son patron. Donc ça existe toujours, il y a 10% de saisissables, donc ils peuvent saisir que 10% du salaire, et donc en gros ça sera prélevé à la source pour rembourser directement le créditeur. Mais les ouvriers sont tout à fait opposés à ça, parce qu'en fait les patrons, du coup, ont une vue sur leur consommation, parce que c'est de la consommation en réalité. Et donc on a énormément de débats, des patrons qui disent on n'a pas du tout envie de s'occuper de ça, d'autres qui disent mais enfin ces ouvriers achètent n'importe quoi, on n'en avait pas conscience. Enfin, on voit bien que c'est intéressant, parce que finalement on fait fusionner la sphère du travail et la sphère de la consommation, qui en fait, pour beaucoup de classes populaires, la consommation c'est de la sphère de l'intime, et le travail c'est de la sphère professionnelle. Donc ça c'est assez intéressant. Donc il y avait ce premier moyen de rembourser ses dettes. Et ensuite, quand il y avait trop de dettes, effectivement, le recours, c'était très clairement le mont-de-piété. Alors, notamment pour payer le loyer, on voit que les gages au mont-de-piété augmentent. Le loyer, ça se paye à terme échu tous les 3 mois à Paris. C'est 1er janvier, 1er avril, 1er septembre, je ne sais plus quoi. Et on voit les gages augmentent à chacun de ces termes. Donc on voit bien que les gens venaient mettre leurs objets au moment de payer le loyer. Et effectivement, ça pouvait servir aussi, moi je le vois dans les scellés, parce qu'il y a les reconnaissances du mont-de-piété en cas de maladie. On a une ouvrière par exemple qui est malade, et donc on la voit qui gage de plus en plus, elle gage des draps, puis à la fin elle gage une montre en or, et à la fin quand elle meurt, le médecin dit elle me doit de l'argent. Donc là on voit bien que l'objet a servi en cas de coup dur. Et en fait ce qui est intéressant avec ces objets, c'est que finalement, j'ai fini par les considérer comme, c'est les sociologues qui disent ça, comme de l'épargne solidifiée. C'est-à-dire que les classes populaires ne perdent jamais de vue la valeur des objets. Ce qui est important, c'est d'en jouir, c'est de les avoir, pouvoir les utiliser, pouvoir utiliser sa bicyclette, sa commode, son armoire à glace. Mais on sait bien qu'en cas de coup dur, ces objets, c'est de l'épargne. C'est de l'épargne pour le propriétaire qui, lui, peut les saisir, mais c'est aussi de l'épargne en cas de vulnérabilité, de décès, de chômage, de maladie. On va les mettre au mont-de-piété ou on les revend pour récupérer du numéraire. Et finalement, ce que je disais à la fin sur la question de propriété, elle est un peu floue dans ces classes populaires, la propriété des objets, parce que chez Dufayel, on a l'usufruit des objets. Tant qu'on ne les a pas remboursés, on n'en a pas la nue propriété. Donc en fait, on n'en est pas propriétaire, mais on en jouit, on les a, on peut les utiliser. Et le mont-de-piété, c'est l'inverse. On est toujours propriétaire, mais on n'a plus l'usufruit, on n'a plus la jouissance. Donc il y a des formes de propriété incomplète, transitoire dans les classes populaires. On va s'arrêter là, je vous remercie infiniment. C'était passionnant.
Vous pourrez retrouver en replay cette conférence dans très peu de temps, dès qu'on l'aura récupérée. Merci beaucoup. On vous donne rendez-vous pour le prochain Midi Histoire le 23 mai, mardi 23 mai, avec Benoît Carré, qui viendra nous parler des retraites. Voilà, réformer les pensions au XVIIIe siècle. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci beaucoup, Anna Salbert. Au revoir.